Bonjour. Dans cette vidéo, on va parler des électrodes et des piles électrochimiques. On va définir le potentiel d'électrode et on expliquera comment le mesurer expérimentalement à l'aide de l'électrode au calomètre saturé. À la fin de la vidéo, on vérifiera cette technique sur la pile Daniel et ses deux électrodes. Bismillahirrahmanirrahim. On continue dans cette vidéo sur la partie électrochimie avec le grand 2, potentiel redox et pile électrochimique. On commence par le potentiel redox. On définit d'abord ce que c'est une électrode. C'est un métal qui plonge dans une solution ionique. Vous savez que le courant électrique est assuré dans un métal par déplacement des électrons, alors que dans une solution ionique, il est assuré par déplacement des ions. On peut donc définir l'électrode comme étant un conducteur électronique, c'est-à-dire un métal, en contact avec un conducteur ionique, c'est-à-dire une solution électrolytique. Une électrode met toujours en jeu un couple oxyde. Je vous donne des exemples. Le premier exemple, c'est sur l'électrode qui utilise le couple Zn2 plus Zn. C'est donc une lame de zinc qui plonge dans une solution qui contient les ions Zn2 plus. Le deuxième exemple concerne l'électrode qui utilise le couple Fe3+, Fe2+. Ici, les deux espèces sont des ions, donc ils sont en solution. Le métal qu'on utilise dans ce cas, c'est un fil de platine, de symbole Pt. On utilise le platine parce que c'est un métal qui est noble. Il ne va pas réagir avec les espèces qui sont contenues dans la solution. Il ne va donc servir que pour transporter les électrons. On va maintenant définir le potentiel redox ou potentiel de Nernst. Soit d'abord le cas d'un couple oxyde dont la demi-équation s'écrit sous la forme ox plus un électron qui donne red. Vous avez vu en première année que le potentiel s'écrit sous la forme E est égal au potentiel standard de ce couple plus 0,06 sur n, n c'est le nombre d'électrons échangés dans la demi-équation, log décimal de l'activité de l'oxydant sur l'activité du réducteur. Pour les exemples qu'on vient de voir, c'est-à-dire pour l'électrode de zinc d'abord, comment s'écrit le potentiel redox de cette électrode? Vous savez que la demi-équation s'écrit sous la forme Zn2 plus 2 électrons qui donne Zn solide, et quand l'activité de Zn solide est égale à 1, il ne reste que l'activité de l'oxydant. Donc le potentiel de cette électrode s'écrit E0, potentiel standard de ce couple, plus 0,06 sur 2, log décimal de Zn2 sur C0, avec C0 est égal à 1 mol par litre. Maintenant, pour l'électrode qui utilise le couple Fe3+, Fe2+, donc on a un échange d'un seul électron, et par conséquent, le potentiel de cette électrode s'écrit sous la forme potentiel standard de ce couple, plus 0,06 log décimal de concentration de Fe3+, sur concentration de Fe2+, puisque les deux espèces sont des ions. Dans le cas d'un couple qui fait intervenir l'ion H+, en solution aqueuse, dont la demi-équation s'écrit sous la forme alpha-ox plus MH+, plus n électron est égal à bêta-red plus QH2O, le potentiel d'électrode s'écrit sous la forme suivante. C'est pratiquement la même chose, seulement on doit mettre les exposants alpha et bêta. Et on doit faire figurer aussi l'ion H+, avec son exposant M. Normalement, on doit faire figurer ici le C0 à la puissance M. Seulement, parfois, on ne l'écrit pas pour simplifier les expressions. Or, vous savez que le pH, c'est moins log décimal de la concentration de H+. Alors là aussi, on doit écrire sur C0 normalement. On peut faire sortir le H+ à la puissance M à l'extérieur et faire figurer le pH. On peut donc écrire l'expression suivante, E0 moins M sur N 0,06 pH plus 0,06 sur N log de l'activité de ox à la puissance alpha sur l'activité de red à la puissance bêta. Dans la prochaine vidéo qui va traiter sur la thermodynamique des réactions redox, on va justifier cette expression-là. On va voir notamment d'où provient ce coefficient 0,06. Voici un exemple qui utilise les ions H+.
le couple MnO4- MnO2+, et on avait écrit la demi-équation redox MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons, égale à Mn2+, plus 4H2O. Dans ce cas, le potentiel de cette électrode s'écrit sous la forme E0 plus 0,06 sur 5, log décimal de MnO4- puisqu'on a le coefficient 1 ici, H plus à la puissance 8 sur la concentration de Mn2+, ce qui donne en utilisant le pH, c'est E0 moins 0,096 pH plus 0,012 log de la concentration de MnO4- sur la concentration de Mn2+. On passe maintenant à petit 2, cellules électrochimiques, ou ce qu'on appelle aussi piles électrochimiques, ou encore cellules galvaniques. C'est tout simplement l'ensemble de deux électrodes reliées par une jonction électrolytique. Voici les deux électrodes qu'on va noter 1 et 2, qui sont reliées ici par un pont salin. On le voit ici sur la photo. C'est un simple tube de verre en U, c'est-à-dire qu'il a la forme d'un U, rempli par une matière gélatineuse qui permet le passage des ions sans toutefois se mélanger avec la solution. La deuxième possibilité de la jonction électrolytique, c'est une paroi poreuse qui permet elle aussi le passage des ions sans toutefois permettre le mélange des solutions électrolytiques. On utilise souvent comme paroi poreuse un vase en porcelaine ou en terre cuite. Généralement, les deux électrodes sont différentes, donc ils sont de potentiels différents. On appelle pôle plus de la pile l'électrode de potentiel le plus élevé. Et bien sûr, le pôle moins, c'est l'électrode de potentiel le moins élevé. On utilise le symbole suivant pour une pile, platine des deux côtés, les deux couples, RED1, OX1 et OX2, RED2 pour le pôle 2, et ce double trait qui représente la jonction électrolytique. Donc là, on a le pôle moins de potentiel E1, souvent il est écrit à gauche, et le pôle plus à droite, qui a un potentiel E2 qui doit être supérieur à 1. Parfois, on n'a pas besoin du platine PT dans le cas où le réducteur, c'est un métal. On appelle force électromotrice, en abrégé FEM, de la pile. C'est la différence de potentiel notée E, qui est égale à E2 moins E1 lorsque la pile ne débite pas de courant, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas branchée à un circuit électrique. Un exemple, c'est celui de la pile Daniel. Son symbole s'écrit sous la forme suivante. Ici, on n'a pas besoin de platine, puisque les deux réducteurs sont des métaux. Et on a précisé aussi l'anion sulfate, SO4-, qui accompagne les deux oxydants. Parce que pour cette pile Daniel, on utilise comme solution électrolytique le sulfate de zinc et le sulfate de cuivre. Voici donc le schéma de la pile Daniel. Donc le pôle plus, ça va être l'électrode de cuivre. Et le pôle moins, c'est l'électrode de zinc. À l'aide d'un voltmètre, on peut mesurer la force électromotrice de la pile, c'est E plus moins E moins. Parce que généralement, les voltmètres ont une résistance très grande, infinie, donc le courant qui traverse tend vers 0. Pour le potentiel du pôle positif E+, c'est E02, potentiel standard du couple Cu2 plus Cu, plus 0,03 parce que le nombre d'électrons échangés dans la demi-équation est égal à 2, log de Cu2+. Et la même chose pour le couple Zn2 plus Zn, c'est E01 plus 0,03 log de concentration de Zn2+. Donc si on fait la différence, on peut mettre en facteur le 0,03 et on obtient donc l'expression suivante. La différence des potentiels standards plus 0,03 log de Cu2+, sur Zn2+. Voici donc l'expression théorique de la force électromotrice E de la pile Daniel. On va voir maintenant ce qui va se passer lorsque la pile débite un courant. C'est le cas lorsque on branche par exemple une résistance aux bornes de la pile. Il va y avoir donc un courant qui est passé du pôle positif vers le pôle négatif. Et on sait que les électrons vont toujours dans le sens inverse du courant électrique. Donc c'est l'électrode de zinc qui va donner des électrons grâce à la réaction d'oxydation Zn qui donne Zn2+, plus 2 électrons. On appelle anode l'électrode où se produit la réaction d'oxydation. Donc ici, c'est l'électrode de zinc qui fonctionne comme anode. Ces électrons donnés par cette réaction-là vont parcourir
le métal et c'est au niveau de la surface de la lame de cuivre que va se produire la réaction de réduction suivante. Cu2+, plus 2 électrons, va donner Cu. En faisant la somme de ces deux demi-équations, on obtient la réaction globale de fonctionnement de la pile qui est Zn plus Cu2+, qui va donner Zn2+, plus Cu. Donc, au cours du fonctionnement de la pile, les ions Cu2+, vont disparaître et donc la concentration de ces ions va diminuer. Par contre, ici, il va y avoir apparition de nouveaux ions Zn2+, et donc la concentration des ions Zn2+, va augmenter. Il va y avoir donc un excès de charge négative d'un côté et un excès de charge positive de l'autre côté. Donc, afin d'assurer la neutralité électrique des solutions, il va y avoir migration des ions SO4- à travers la jonction électrolytique. Ils vont passer ici de droite vers la gauche pour éviter le déséquilibre des charges. Et c'est là que apparaît le rôle de la jonction électrolytique. Donc sa présence est nécessaire pour fermer le circuit. On peut finalement se demander qu'est-ce qui va se passer si on imagine qu'on élimine la jonction électrolytique et on mélange les deux solutions dans le même récipient et on place les deux lames dans le même récipient. Est-ce que la pile va continuer à exister? La réponse est que cette pile va continuer effectivement à exister pendant une durée limitée. Seulement, il va y avoir une attaque directe des ions Cu2+, sur la lame de zinc. Donc au niveau de la surface de la lame de zinc, il va se produire cette réaction-là. Donc les électrons ne vont pas être obligés de passer par un circuit extérieur. Et donc la pile va s'épuiser au bout d'un certain temps sans faire passer de courant électrique par un circuit extérieur. On va faire maintenant quelques remarques. La première remarque, c'est que la pile présente une résistance R qui dépend de la nature de la jonction électrolytique. Voici notre pile. Cette résistance interne petit r exprime en quelque sorte la difficulté que trouvent les ions pour passer d'un compartiment vers l'autre. Plus le chemin de passage est difficile, plus la résistance est grande. On peut alors modéliser la pile par une association série de la force électromotrice E et de la résistance interne petit r. La différence de potentiel U entre le pôle positif et le pôle négatif est alors égale à la force électromotrice E moins RI. Or, U est égal à V plus moins V moins, la différence de potentiel entre les deux électrodes, est égale aussi à E plus moins E moins, c'est la force électromotrice E, moins RI. On peut en déduire alors que lorsque le I est différent de 0, le V plus n'est pas égal à E plus et V moins n'est plus égal à E moins. On a donc le résultat suivant. Le potentiel d'électrode est différent du potentiel de Nernst tant que I est différent de 0. C'est-à-dire lorsque la pile débite un courant, le potentiel d'électrode n'est plus égal au potentiel de Nernst. Deuxième remarque, c'est qu'au cours du fonctionnement de la pile, la concentration des ions Cu2+ diminue et la concentration des ions Zn2+ augmente. Donc la force électromotrice E va diminuer, car d'après l'expression qu'on vient de voir de la force électromotrice E, il y a le terme qui dépend des concentrations. Ce rapport va donc diminuer au cours du fonctionnement de la pile, et donc le E va diminuer. Donc la mesure de E peut nous renseigner sur la quantité de Cu2+ restant. La pile est épuisée lorsque la concentration des ions Cu2+ tend vers 0. Il faut noter qu'on peut recharger la pile en imposant à l'aide d'un générateur qu'on appelle, pour les téléphones portables, on l'appelle chargeur, un courant dans le sens inverse. Lorsque le courant I est inversé, toutes les réactions vont s'inverser et donc on peut régénérer la quantité de Cu2+ qui existait au départ. On a alors rechargé la pile. Cette pile Daniel est alors rechargeable, mais il faut noter que les piles ne sont pas toutes rechargeables. Il y en a celles qui ne sont pas rechargeables. On passe maintenant à petit 3, mesure du potentiel d'électrode. Voici notre électrode dont on veut mesurer le potentiel.
Pour cela, théoriquement, il suffit de fabriquer une pile dont le potentiel est égal à 0 et mesurer à l'aide d'un voltmètre la différence de potentiel entre notre électrode et l'électrode de potentiel nul. L'électrode de potentiel nul n'est autre que l'électrode normale à hydrogène, en abrégé NH. L'électrode normale à hydrogène utilise le couple H plus H2, donc la demi-équation H plus un électron qui donne un demi H2 gaz. On doit donc faire barboter le gaz H2 dans la solution qui contient les ions H+. Et on doit utiliser un fil de platine. D'après cette demi-équation, le potentiel de l'électrode normale à hydrogène est égal au potentiel standard qui, par définition, il est égal à 0, plus 0,06 log décimal de H+, sur ces 0, c'est-à-dire l'activité de H+, sur l'activité de H2 gaz. Donc sur pH2 à la puissance 1,5, puisqu'on a le coefficient 1,5, multiplié par racine de P0, pression standard qui est égale à 1 bar. Pour avoir le potentiel de cette électrode normale est égal à 0, on doit donc annuler ce terme-là. Pour cela, il faut prendre une concentration de H+, est égale à 0, c'est-à-dire 1 mol par litre, donc le pH doit être égal à 0, et une pression de H2 gaz est égale à la pression standard P0, c'est-à-dire 1 bar. Dans ces conditions-là, le potentiel de cette électrode va être égal à 0, et donc le potentiel mesuré va être égal directement au potentiel de notre électrode. Seulement, il faut noter que l'électrode normale à hydrogène n'est pas très pratique. Sa manipulation est difficile puisqu'elle utilise un gaz. Et autre chose, d'après l'ouvrage consacré sur l'oxydoréduction de Jean Salazin, il dit que c'est une électrode hypothétique, dans laquelle les constitutions auraient un comportement idéal. Et il conclut par dire que l'électrode normale à hydrogène n'existe pas. Il ne faut pas croire que l'on puisse réaliser expérimentalement la pile qui correspond à la définition du potentiel d'électrode. Il s'agit d'une pile théorique. On va faire recours à d'autres types d'électrodes qu'on appelle des électrodes de référence secondaires, et notamment l'électrode au calomètre saturé, en abrégé ECS. Voici une photo de la tête de cette électrode. Sur cette photo, on peut voir le mercure, de symbole chimique Hg, une matière blanche que l'on appelle le calomel, de formule Hg2Cl2, et une solution qui doit être saturée en KCl, d'où le nom d'électrode au calomètre saturé. Sur le même ouvrage que je viens de citer, on peut voir une description de l'électrode au calomètre saturé. Sur cette description, on voit que l'électrode est en fait constituée de deux tubes de verre. Sur le tube intérieur, on a le mercure, dans lequel plonge un fil de connexion, un fil électrique. On voit le calomèle. Ce tube est bouché par une laine de verre qui va jouer le rôle de paroi poreuse pour laisser la communication ionique entre le calomèle et la solution contenue dans le deuxième verre, dans le deuxième tube de verre, c'est la solution saturée de KCl. On peut s'assurer de la saturation de cette solution en remarquant qu'il y a des cristaux de KCl. Dans le cas où on remarque que la solution n'est plus saturée en KCl, il faut rajouter par l'orifice des cristaux de KCl. Ce deuxième tube est bouché par du verre frité ou de la porcelaine poreuse qui va constituer une paroi poreuse parce que cette électrode va être plongée dans les solutions dont on veut mesurer le potentiel. Voici ici une deuxième photo de l'électrode au calomètre saturé sur laquelle on peut voir qu'il y a effectivement des cristaux de KCl. Sur cette photo, le fil de connexion est couvert par du plastique rouge et il plonge dans le mercure. Cette électrode utilise le couple Hg2Cl2 solide, Hg liquide. Ici, le Hg a un nombre d'oxydation 0. Et là, puisque le nombre d'oxydation de Cl c'est moins 1, donc le nombre d'oxydation de Hg c'est plus 1. D'où la demi-équation redox Hg2Cl2 plus 2 électrons qui donne 2 Hg liquide plus 2 Cl-. D'après cette demi-équation redox, le potentiel
de l'électrode au calomètre saturé, c'est le potentiel standard de ce couple qui est égal à 0,27 volts, plus 0,06 sur 2, c'est-à-dire 0,03, log décimal de C0,1 mol par litre sur la concentration de Cl-, puisque le Hg constitue une phase liquide à part, donc son activité est égale à 1, et le Hg de Cl2 est un solide, donc son activité aussi est égale à 1. Donc ces deux espèces ne figurent pas dans l'expression du potentiel standard. Pour une solution saturée en KCl, on a l'équilibre suivant, KCl solide qui donne K plus Cl-. Donc la concentration de Cl- qui est égale à S, c'est la solubilité de KCl. Cette solubilité va être égale à la racine de Ks, parce que les deux concentrations de K plus et de Cl- sont toutes les deux égales à S. Donc le Ks, le produit de solubilité, est égal à S carré. Et de ce fait, S est égal à la racine de Ks. Or, Ks est une constante d'équilibre qui ne dépend que de la température. À 25 degrés Celsius, la solubilité S est telle que si on la remplace dans cette expression-là, on trouve que le potentiel de l'électrode au calomètre saturé, c'est 0,25 volts. Avec plus de précision, c'est en fait 0,246 volts. Donc, tant que la solution de KCl est saturée, le potentiel de l'électrode au calomètre saturé, c'est 0,25 volts. Donc, avant l'utilisation de cette électrode, il faut s'assurer qu'il y a des cristaux de KCl. Quand on plonge l'électrode au calomètre saturé dans la solution de l'électrode dont on veut mesurer le potentiel, on a fabriqué une pile. La paroi poreuse de cette pile est constituée par le petit bouchon de l'électrode au calomètre saturé. À l'aide d'un voltmètre, on mesure la différence de potentiel U mesuré est égal E électrode moins le potentiel de l'électrode au calomètre saturé. D'où le potentiel de notre électrode, c'est la tension mesurée plus le potentiel de l'électrode au calomètre saturé, c'est-à-dire 0,25 volts, si on est à la température de 25 degrés Celsius. Remarquez alors que la mesure du potentiel d'électrode devient très facile en utilisant l'électrode au calomètre saturé. Il suffit de la plonger dans la solution et de mettre un voltmètre. Il faut rajouter 0,25 volts à la tension mesurée pour avoir le potentiel de l'électrode considérée. On va finir maintenant par un exemple pratique, c'est celui de notre pile Daniel. Pour l'électrode de zinc dont on connaît le potentiel standard du couple Zn2 plus Zn, on va utiliser une solution de sulfate de zinc de concentration 10 puissance moins 1 mol par litre. On a le potentiel de cette électrode qu'on va noter E1, c'est E01, c'est-à-dire moins 0,76, plus 0,03, log décimal de la concentration de Zn2 sur C0. Or, ce rapport est égal à 10 puissance moins 1. Log décimal de 10 moins 1, c'est moins 1. Donc, on aura moins 0,76, moins 0,03, c'est-à-dire moins 0,79 volts. Pour l'électrode de cuivre, le potentiel standard du couple Cu2 plus Cu, c'est 0,34 volts. Et on va utiliser également une solution décimolaire de sulfate de cuivre. Ça va être égal à 0,34 moins 0,03. c'est-à-dire 0,31 volts. Ce qui doit donner la force électromotrice de la pile, E2 moins E1, 0,34 moins 0,79, on doit donc mesurer 1,1 volts. On va commencer par l'électrode de zinc, dont voici la photo. Ici, c'est la solution de sulfate de zinc de concentration 0,1 mol par litre, et là, c'est la lame de zinc. Cette lame de zinc est munie d'une borne de connexion. Cette borne de connexion de couleur rouge à ne pas confondre avec la lame de cuivre. On place la lame de zinc dans la solution de sulfate de zinc et dans la solution de sulfate de zinc, on a plongé l'électrode au calomètre saturé. On a branché les deux électrodes aux entrées du voltmètre et on lit la valeur U mesurée est égale à moins 0,05 volts. Le potentiel de l'électrode de zinc est alors égal à la valeur mesurée plus 0,25 volts. Donc c'est moins 0,80 volts. C'est à peu près la valeur prévue, moins 0,79 volts. La petite différence entre les deux valeurs est due aux erreurs de manipulation et peut-être aussi à la température qui n'est peut-être pas égale à 25 degrés Celsius. Maintenant pour l'électrode de cuivre. On voit sur cette photo la lame de cuivre Cu et la solution de sulfate de cuivre de couleur bleue
dont la concentration est égale à 0,1 mol par litre. Cette solution est placée dans le vase en terre cuite qui va constituer la paroi poreuse. On a placé l'électrode au calomètre saturé dans le même vase. On a branché les deux électrodes aux entrées du voltmètre. La valeur mesurée est alors à peu près 0,04 volts. Le potentiel E2 de l'électrode de cuivre est alors égal à 0,04, la valeur mesurée, plus 0,25 volts, c'est 0,29 volts, qui est à peu près égal à la valeur prévue, 0,31 volts. Finalement, on fabrique la pile d'Aniel en plaçant le vase en terre cuite à l'intérieur de la lame de zinc, que le tout plonge dans la solution de sulfate de zinc, et on branche les deux électrodes aux entrées du voltmètre, et on lit la valeur 1,08 volts. C'est à peu près la valeur prévue, 1,1 volts. Voilà, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé son contenu, n'hésitez pas de faire un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci et à la prochaine vidéo.